Hop, c'est parti, je lance l'enregistrement. Est-ce que c'est toujours bon, vous m'entendez? Oui, Ah super, merci. oui aussi. Alors, on va mettre en grand écran. Comme maintenant j'ai du son, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper la parole, à me poser des questions, à faire Ah en maintenant, je live. viens de dire que c'était après. Ah mince, bah oui, du coup, j'ai raté cette partie. Alors ça sera après, Je les récupère heu, dans le dans le forum fil de de discussion? discussion et puis, Super. je passe après, voilà. Alors, petite session pour parler des pompes à chaleur hybrides, avec un focus bien entendu sur la copropriété. Mais, déjà la première question, c'est qu'est-ce qu'un système hybride? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler un petit peu, partout. Pour commencer, j'ai fait le choix, hein, c'est pas forcément le meilleur, mais de récupérer une définition. Il me semble que c'était celle de Wikipédia, j'ai un tout petit doute, quand j'avais fait les slides et je vous propose de la lire ensemble. L'adjectif hybride s'applique à quelque chose qui est composé de plusieurs éléments. Dans le cas d'un animal ou d'une plante, les spécimens hybrides sont issus de croisements entre plusieurs espèces au sein d'une même espèce. Dans le domaine artistique, une architecture hybride ou un morceau de musique hybride mélange plusieurs influences. Et en fait, littéralement, l'idée de l'hybride, donc ici appliquée au bâtiment, et à l'énergie, ça sera de mélanger plusieurs énergies ou plusieurs systèmes. Je l'ai ici un petit peu caricaturé par une image qui est fausse par définition, où on voit par exemple, la une chaudière collective qui alimente un ballon, donc sous-entendu, il y a de l'eau chaude qui va dans le ballon, mais sur ce ballon, on pourra aussi avoir du solaire thermique, on pourra avoir des pompes à chaleur, on pourra avoir une chaudière bois et même peut-être d'autres systèmes. J'ai pas représenté par exemple un réseau de chaleur et l'ensemble de ces systèmes fait de l'eau chaude qui pourra être utilisée soit pour le chauffage, soit pour le CS. Un des éléments le plus important dans l'hybride, on y reviendra par ailleurs, c'est la régulation de tous ces systèmes et après pour le petit clin d'œil, j'ai symbolisé ici un site de méthaniseur pour représenter du gaz vert parce que demain, on l'espère, le gaz sera de plus en plus vert et donc de plus en plus décarboné. Alors, pourquoi parle-t-on d'hybride aujourd'hui? Et ben, en fait, on n'en parle pas que depuis aujourd'hui, on en parle depuis un petit moment et la première apparition, on va dire d'un point de vue, bâtiment, énergétique dans le bâtiment, c'était en 74 par EDF. Parce qu'à l'époque, choc pétrolier en 73, hem, développement des premières générations, on va dire, de pompes à chaleur et EDF cherchait à mettre en avant, les pompes à chaleur déjà à l'époque, avec le premier système Perche, qui était une pompe à chaleur en relève de chaudière. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de chaudière en relève de pompe à chaleur ou de chaudière bois ou autre. Mais à l'époque, c'était l'inverse. Les pompes à chaleur étaient pensées en relève des chaudières et c'était pour la contrainte, on va dire, économique, suite au 1er choc, pétrolier. Ensuite, les systèmes hybrides ont un petit peu vécu, il s'est passé des choses. On a notamment à l'époque, on n'appelait pas ça de l'hybride, souvent on a par exemple un système de biomasse avec du gaz en appoint, ou on avait du solaire couplé à autre chose. Donc on a des systèmes qui ont un petit peu existé, mais c'est un petit peu, on a oublié en fait la notion d'hybride, on parlait pas d'hybride. Hem Ensuite, en 2012, ça a recommencé avec alors c'était souvent drivé par le marché du neuf, donc c'est pas le cas de la copropriété, mais bon, souvent on dit que le neuf, pas impose, mais donne un petit peu des règles et montre un petit peu le marché, un petit peu avant-gardiste de ce qui fera dans l'existant, par ailleurs et donc en RT 2012, pour la maison, apparaît une première obligation d'énergie renouvelable. Donc on était sur une contrainte réglementaire et une des façons d'y répondre, c'était en couplant, par exemple, une petite pompe à chaleur avec une chaudière et donc on a à ce moment-là, on reparlait de système hybride. Il y avait d'autres solutions bien entendu, mais c'est vraiment le couplage pompe à chaleur et chaudière comme à l'époque en 74, qui a, on va dire, hérité du nom d'hybride. Et donc, on appelait ça des chaudières hybrides à l'époque ou des packs hybrides, ça dépendait du fabricant, mais grosso modo, c'est des systèmes hybrides. Ça a un petit peu vécu et on arrive en 2022 où là, d'un coup, on a presque, j'allais dire une explosion, mais c'est un peu exagéré. En tout cas, on a une massification des systèmes hybrides et ce pour plein de raisons. Je les ai un petit peu évoquées là, on parle de soutien au réseau électrique, l'optimisation des coûts, bien sûr pour respecter la RE 2020, mais pas que et je vais vous proposer de passer sur quelques-uns de ces aspects juste après. Excusez-moi.
Pardon. Alors, dans l'existant, le driver réglementaire qui a poussé un petit peu à se poser des questions sur l'hybridation de système, c'est le DPE. Le DPE, qui est le diagnostic de performance énergétique. Donc, pour faire un petit résumé, hein, je pense que vous le connaissez, le DPE, il y avait une ancienne version qui a été mise à jour récemment, qui est représentée par, l'image en haut à droite. Donc on a, une lettre qui correspond, on va dire à la capacité vertueuse qu'a le bâtiment, tant d'un point de vue, consommation énergétique et d'un point de vue, carbone. Et donc quand on est A, le bâtiment est très performant et plus la lettre augmente, donc B, C, D, E, F, G, plus le bâtiment, est moins performant. Et aujourd'hui, c'est important, c'est le couplage du contenu carbone et de la consommation énergétique du bâtiment qui donne la lettre. Donc si je prends un exemple au hasard, là on va prendre par exemple pour être B, il faut que le bâtiment consomme moins de 110 kWh par mètre carré par an et que le contenu carbone de cette énergie qu'il émet soit inférieur à 11 kg de CO2 équivalent par mètre carré par an. J'ai un tout petit doute si c'est, le 110 et le 11 sont inclus, ou exclus. Mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc le DPE, est obligatoire, pour faire pour faire une location de bâtiment, mais, j'y reviendrai un petit peu par ailleurs sur ce calendrier, on va dire, d'obligation de DPE. En tout cas, l'idée ici de l'hybride et pourquoi on en parle à travers le DPE, c'est que si on a une énergie carbonée et typiquement le gaz aujourd'hui, qui est principalement encore une énergie carbonée, même s'il tend à devenir de plus en plus vert, et par exemple, je dis au hasard, on a un bâtiment en étiquette D, et ben, on peut rajouter une petite pompe à chaleur et on garde la chaudière existante. La pompe à chaleur, elle, comme c'est l'électricité qui est en France principalement nucléaire et décarbonée, ben, ça permet de gagner quelques points sur le côté carbone, qui est un peu le point négatif du gaz, et donc ça peut permettre de gagner une étiquette. Je m'excuse encore, je c'est mon café pour tenir pendant ce webinaire. Je suis en pleine digestion sinon. Alors, autre driver qui a poussé à hybrider ou à parler de plus en plus d'hybride depuis 2022, c'est, malheureusement les drivers, on va dire, géopolitiques et notamment la crise russo-ukrainienne. On avait déjà, en sortie de Covid, une augmentation du prix de beaucoup de matériaux, de même de l'inflation ça fait 2 ans qu'elle augmente, de façon assez significative, mais également le prix des énergies et toute énergie confondue. On a ici sur la gauche, le graphe du prix du gaz. Bon, c'est un prix spot à Cal +1, mais ça, c'est pas très grave si on parle en éléments boursiers, mais c'est l'évolution qui est importante et on voit clairement le pic qu'il y a eu au moment de la crise russo-ukrainienne et on a à droite l'équivalent, mais en prix d'électricité et pareil, il y a eu ce pic. Toutes les énergies ont augmenté, durant cette crise. Alors, ça a un petit peu baissé, mais on est quand même sur des prix plus élevés que la période avant crise russo-ukrainienne et même avant crise, Covid. Et l'impact, il est fort pour les factures ensuite derrière et donc forcément, qui dit facture plus élevée, besoin peut-être de les maîtriser et quand on a 2 énergies, disponibles dans le bâtiment, on peut jouer plus sur l'une ou plus sur l'autre, en fonction du contrat que l'on a. Si on a une qui est un peu moins chère que l'autre, on peut du coup, faire pencher pour une énergie ou une autre. D'où l'intérêt d'hybrider ces systèmes. Ensuite, un autre driver qui est presque évident, c'est, on va dire l'efficacité énergétique, la décarbonation qui est pas tout à fait la même chose, mais qui est liée. Parce qu'aujourd'hui, si on veut, décarboner l'énergie qu'on consomme, la première chose qu'il y a à faire, c'est de consommer moins d'énergie. Donc ça passe par exemple, une rénovation de son bâti. Mais ça passe également par la sensibilisation des personnes qui occupent le bâtiment, je caricature, mais d'éteindre les lumières quand on sort d'une pièce, de pas mettre, le chauffage à une température trop élevée. Chauffer à 25 en hiver, c'est peut-être un petit peu trop. C'est recommandé de chauffer plutôt à 19 degrés, mais bon, quand on est assis au bureau, 19 degrés, ça fait un peu faible. Il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, c'est faire des petits gestes et donc c'est de faire de la sobriété. Hem, Dans l'idéal, la sobriété, il faut qu'elle soit volontaire, voulue et pas de la sobriété subie, comme ce qu'on a eu l'hiver dernier où la France,
j'ai un tout petit trou de mémoire sur le chiffre, mais je crois qu'on a en France entière, on a consommé 7 ou 8 d'énergie de moins par rapport aux années précédentes, mais c'était un peu de la sobriété subie parce qu'on avait pris des énergies qui étaient élevées, donc là, on n'avait pas le choix. Dans l'idéal, il faut quand même le faire de façon volontaire pour diminuer ses consommations et en parallèle de ça, une fois qu'on a diminué les consommations, bah, il faut quand même dans la vie que l'on a aujourd'hui, on consomme de l'énergie et après dans l'idéal, cette énergie qu'on n'arrivera pas à s'en passer, la consommer, mais avec une énergie verte, et ou décarbonée. Et l'hybride répond à ces 2 problématiques. Je vous rassure, je viendrai un petit peu plus en détail plus tard. Qu'est-ce qu'on entend vraiment après concrètement par de l'hybride? Là, je suis resté un petit peu flou et vague sur des grands concepts. Quand on parle de décarbonation, pour donner un exemple un peu concret, c'est le 1er petit paragraphe. Quand on parle de l'hybride, bah, là, l'idée, c'est en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Vous rajoutez une petite pompe à chaleur sur un bâtiment existant qui a déjà une chaudière au fioul ou au gaz, et ben, ça permet de décarboner déjà en partie. Mais ensuite, ça sert pas que à ça. Par exemple, si on a un bâtiment, où on est sur une zone de tension électrique, on cite souvent la Bretagne qui est en bout de course ou, quand on est en PACA un petit peu au sud, bah, on est un petit peu en fin de ligne parce que, bah, il y a les Alpes qui bloquent un petit peu l'alimentation, plus facile. On peut avoir des problèmes en termes de puissance. Mais ça peut aussi être un bâtiment qui se trouve à la limite entre, le si je parle en ancien franc, entre tarif jaune ou tarif bleu, si on a limite entre basse tension et haute tension, bah, derrière c'est pas les mêmes coûts d'abonnement, c'est pas forcément les mêmes coûts, s'il faut installer un nouveau transformateur et donc ça peut être intéressant, au lieu de passer en tout électrique par exemple, bah, on met juste un bout en électrique et on met le reste en autre chose et donc c'est de l'hybride. Et après, donc ça, c'est le dernier point, c'est d'un point de vue national. Le fait d'avoir des systèmes hybrides, ça peut permettre, dans des moments de pointe de consommation électrique, bah, de passer à l'autre énergie pour soulager un petit peu le réseau et bah, d'ailleurs, EDF a une offre dans ce sens-là et depuis le 1er juillet, si je ne me trompe pas, tous les fournisseurs en France ont l'obligation de proposer un tarif dynamique. Donc il s'appelle dynamique parce qu'il permet de proposer à un certain moment, donc en amont, hein, c'est RTE qui préviendra, bah, attention, on arrive à un moment de pointe, est-ce que vous pouvez fonctionner à autre chose? Le tarif dynamique, il est plutôt orienté, consommation heure pleine, heure creuse, par exemple, mais d'une certaine façon, c'est aussi un petit peu soulager le réseau électrique. Et je suis toujours dans mon intro, hein, je m'excuse, elle est un petit peu longue, mais c'est pour mettre le contexte. Hem, on a ensuite, on va dire, les drivers que bon, j'appelle ça technique, mais c'est presque, on va dire, de l'institutionnel. On a par exemple, RTE, donc RTE, hein, qui est le transporteur d'électricité en France, a fait un rapport et dans son rapport, il dit qu'en 2050, la France aura besoin de 2,5 millions de packs électriques. Alors les packs électriques pardon, de packs, hybrides. Donc les packs hybrides, c'est une pompe à chaleur et une chaudière pour justement, eux, ça leur permettra, bah, dans les moments de pointe, de faciliter l'équilibrage du réseau et de soulager le réseau électrique et on a par exemple aussi l'ADEME qui, dans son scénario transition 2050, lui parlait même de 5 à 6 millions de solutions hybrides en 2050. Donc, on va vers une électrification de la France, en tout cas c'est ce qui est voulu par le pouvoir public, mais elle ne pourra pas non plus se faire à 100. Il faudra aussi les systèmes hybrides, si on veut avoir un équilibre, on va dire, énergétique. Alors, mais maintenant on va rentrer sur quelles sont vraiment les solutions techniques hybrides. En fait, les solutions hybrides sont pour la grande majorité telles que, on va dire, imaginées par EDF dans les années, 70. Donc on est dans la grande majorité entre une combinaison entre une pompe à chaleur, électrique et une chaudière à gaz à condensation. Et je l'ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre presque, c'est la régulation qui permettra à ces 2 machines de fonctionner comme il faut. Cette cette pompe à chaleur hybride, elle permet après de faire de l'eau chaude et du chauffage de façon, bah, comme si ça fonctionnait séparément la pompe à chaleur et la chaudière et certaines pompes à chaleur hybrides permettent également de climatiser, même si dans les bâtiments existants, ça reste assez anecdotique parce que derrière ce ne sont pas les mêmes travaux. Si on souhaite bah, qu'un bâtiment existant qui n'avait pas de clim ait de la clim, c'est beaucoup plus difficile, ce ne sont pas les mêmes coûts.
Si je rentre un peu dans le détail sur comment on décline, les différentes familles de pompes à chaleur hybrides, on a 2 grands points à voir. Le premier, c'est si on hybride un usage. Donc ça veut dire, par exemple ici, on a la chaudière pour le chauffage et là on a un chauffe-eau thermodynamique. Au cas où si vous ne savez pas ce que c'est un chauffe-eau thermodynamique, c'est comme un chauffe-eau, hein, c'est un ballon avec une résistance électrique. Sauf qu'il est dit thermodynamique parce que c'est presque comme une petite pompe à chaleur qui fait l'eau chaude. Si je vulgarise, c'est une pompe à chaleur qui est dédiée à l'eau chaude sanitaire. Donc là, on appelle ça une vibration un usage parce que c'est une énergie à une fonction, chauffage ou ECS. Alors que si on est sur une vibration deux usages, donc là, on a toujours une pompe à chaleur et une chaudière, mais la pompe à chaleur, elle fait un peu de chauffage et un peu d'eau chaude, et la chaudière fait aussi du chauffage et aussi de l'eau chaude. Donc là, les deux systèmes font du chauffage et de l'ECS. Donc là, on était en système individuel, c'était le premier point, et sinon en collectif, et dans les bâtiments de copro, c'est souvent des bâtiments existants. Pour faire de l'hybride, ça sera principalement en collectif. En individuel, ça sera beaucoup plus difficile. Et là, si on est sur un usage, on aura par exemple une chaudière qui fait le chauffage et un chauffe-eau thermodynamique collectif pour l'eau chaude sanitaire. Mais on pourrait aussi très bien avoir une pompe à chaleur, par exemple, c'est vrai que je l'ai pas dessiné ici, une pompe à chaleur qui est dédiée au chauffage avec son appoint, par exemple, souvent les pompes à chaleur, elles ont une épingle électrique intégrée, et la chaudière qui ferait le CS. Ou, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans l'hybride, on met pas que le gaz et l'électricité. Par exemple, ça peut être une chaudière collective avec ça, c'est un chauffe-eau solaire collectif. Et si on est sur 2 usages, bah, c'est une pompe à chaleur collective et une chaudière et chacun fait chauffage ECS. On peut avoir aussi avec du solaire, combiné qui fait un peu de chauffage, un peu d'ECS ou du bois et une chaudière collective, par exemple. Mais je vous propose aujourd'hui de principalement se concentrer sur les systèmes pompe à chaleur et chaudière. Alors, on va arriver dans la régulation. La régulation la plus simple, on va dire, on connaît et ça se fait très bien, c'est la régulation base plus appoint. On a chaudière en bas, pardon, la pompe à chaleur en base et la chaudière en appoint. Donc ça, on va dire, c'est le plus facile, mais on va dire le moins efficace. Si on veut monter en grade en termes d'efficacité énergétique, on a, c'est le slide que je projette, la régulation, on va dire, sur le rendement. Donc comment ça fonctionne? L'idée, c'est de se dire, la pompe à chaleur a un COP, qui est de 3, 4, 3,5, ça dépend des moments, qui est plus performant que celui de la chaudière, quand on parle énergie finale. La chaudière, grosso modo, c'est un rendement de 1, enfin de 100. Et donc l'idée, c'est la pompe à chaleur, on la fait fonctionner le plus longtemps possible, sauf qu'une pompe à chaleur, dans 95 des cas, c'est une pompe à chaleur aérothermique. Donc ça veut dire qu'elle utilise l'air extérieur pour faire son eau chaude ou son chauffage. Et plus la température extérieure diminue, plus ses performances diminuent. Donc ça veut dire que son COP, qui est son rendement si vous voulez, il va diminuer plus il fait froid dehors. Et à un moment, son rendement, enfin le COP de la pompe à chaleur elle sera moins performante qu'une chaudière. Et donc c'est dire qu'à ce moment-là, on passe sur la chaudière. Et donc ça c'est représenté par le graphique qui est ici. Je vais vous le décrire rapidement. En abscisse, on a la température extérieure. En ordonnée, on a la puissance de chauffage et ici en rouge, c'est les besoins de chauffage. Donc plus il fait chaud dehors, moins on a besoin de se chauffer. Et donc on voit que en intersaison, en printemps, en automne, quand il fait pas très froid, c'est la pompe à chaleur ici en bleu qui fonctionne parce que son COP est supérieur au rendement de la chaudière. À un moment, et ici c'est la courbe qui est bleue, c'est la puissance de la pompe à chaleur, on voit que sa puissance n'est plus suffisante pour pouvoir assurer toute la demande en chauffage. Et donc la chaudière vient en appoint. Donc là, on a les 2 systèmes qui fonctionnent et à un moment, on aura c'est ici symbolisé en pointillé, on appelle ça la température de bascule en EP, c'est en énergie primaire. Donc c'est ce moment-là où le COP de la pompe à chaleur, bah, devient plus faible que le rendement de la chaudière et bah, là, on arrête la pompe à chaleur et on fait fonctionner la chaudière. Et donc là, on a une optimisation vraiment d'un point de vue, machine, rendement des 2 systèmes. Donc ça, c'est la deuxième régulation possible
et on a ensuite une troisième régulation, c'est l'étage encore supérieur. Donc on garde cette optimisation sur rendement, mais on vient rajouter le prix des énergies. Parce que, tout à l'heure, j'évoquais qu'on a eu une augmentation du gaz et l'électricité suite à la crise russo-ukrainienne, mais en fait, on a observé globalement une augmentation de toutes les énergies, donc le bois, le gaz, l'électricité, le fioul est resté un peu, c'est peut-être l'énergie qui était la plus constante ces derniers temps et encore. En tout cas, on a toujours eu un delta entre prix du gaz et prix de l'électricité qui était entre 2 et 3, que ce soit avant Covid, en ce moment, pendant la crise ukrainienne, il y a toujours eu ce delta et donc l'idée, c'est de se dire: «On fait fonctionner en priorité la pompe à chaleur parce que c'est elle qui a le meilleur COP». Sauf qu'à un moment, bah, le prix de l'électricité par rapport au COP de la pompe à chaleur, bah, deviendra moins pertinent que le prix du gaz avec le rendement de la chaudière. Et donc autant avant, c'était les pointillés blancs, on basculait à cette température-là vers le tout gaz et bah, là, en fait, la bascule, en général, elle se fait un peu plus tôt si on inclut le prix des énergies. Et donc là, on est vraiment sur une optimisation de la facture, pour ensuite, bah, le consommateur final. Aujourd'hui, la plupart des systèmes hybrides qui sont mis en place, ont cette régulation-là parce que, bah, j'allais dire évidemment, mais pas forcément, mais la facture aujourd'hui, en tout cas en copropriété, c'est un des points les plus importants. Alors, il y a aussi une autre régulation, c'est vrai que j'ai pas mis de slide, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est la régulation qui est basée sur les tarifs dynamiques. Donc quand on est, par exemple, en heure creuse ou heure pleine, bah, c'est plus avantageux pour l'électricité de la faire fonctionner de nuit, par exemple. Et donc là, la pompe à chaleur, on peut la faire fonctionner principalement la nuit et la chaudière, on la ferait fonctionner en journée, par exemple. Il y a des régulations comme ça qui existent encore, ou en tout cas qui sont en cours de développement. Si je dois résumer un petit peu les atouts de la pompe à chaleur hybride, donc on a le confort, donc on a le chauffage, le CS et dans certains cas, on peut avoir la clim. Là, je rentre un petit peu dans la technique, mais ça permet d'éviter les dégivrages que peuvent avoir les pompes à chaleur, où des fois, bah, elles doivent s'arrêter ou inverser le cycle parce qu'au bout d'un moment, bah, ça givre dans leur système. La durée de vie des équipements est plutôt bien parce qu'on a 2 technologies qui sont utilisées, qu'on connaît et donc comme les 2 fonctionnent, heu, mais pas en permanence, en théorie, ça va durer plus longtemps. Sous réserve, bien entendu, que la pompe à chaleur hybride a été bien dimensionnée, parce que si elle était mal dimensionnée, bah, ça risque aussi d'avoir trop de court cycle, bien entendu. Je vous prie de m'excuser 2 secondes encore. Voilà, fou, j'ai soif de parler vite et je parle trop vite, je m'en excuse. Je vais essayer de faire attention. Hem la pompe à chaleur hybride, c'est le meilleur des 2 mondes, comme on dit. Parce qu'on utilise la pompe à chaleur quand elle est le plus efficace et on utilise ensuite la chaudière quand elle est le plus efficace. On peut faire aussi, même si c'est vrai que c'est plutôt pour du tertiaire, l'industrie ou alors peut-être du gros bâtiment collectif, faire de l'effacement. Donc là, bah, si, le EDF nous dit pendant 2-3 jours, on a vraiment un risque de sur la pointe électrique, est-ce que vous pouvez, arrêter de consommer d'électricité? Bah, pendant 2-3 jours, bah, on bascule à 100 sur le gaz, par exemple. Ça s'installe en extérieur, donc il y a pas besoin d'une chaufferie particulière si jamais il y a pas besoin de place, on peut le mettre très bien dehors, en terrasse, en toiture terrasse, ainsi de suite et bon voilà, on a les avantages des 2 énergies. Alors, maintenant vous allez me dire: «C'est très bien, mais pourquoi on mettrait pas qu'une pompe à chaleur électrique?» Alors l'argument, il se fait pas que, mais d'un point de vue investissement. Ici, je vous présente en un slide un résumé sur, une étude qui a été faite sur un petit bâtiment qui a 2 étages, qui fait 800 carrés. Et ici, c'est un bâtiment de 4 étages qui fait 2 400 carrés à peu près et c'est un résumé d'offres qui ont été proposées par plusieurs fabricants et donc là, on est purement sur de l'investissement. On voit que si le premier bâtiment, le R+2, a été fait uniquement en chaudière gaz collective, elle aurait coûté à peu près 10 000 €. Si elle avait été faite 100 en pompe à chaleur, on aurait été dans les 47 000 € et la pompe à chaleur hybride, elle est entre les 2, elle était à 34 000 €. Et maintenant vous allez me dire: «Oui, mais pourquoi elle est moins chère?» parce qu'on a 2 systèmes. Et ben, en fait, c'est une de ses forces, c'est on vient pas additionner la pompe à chaleur qu'on mettrait toute seule et la chaudière qu'on mettrait toute seule, parce qu'on serait en surpuissance, on n'a pas besoin. On garde la chaudière parce qu'une chaudière
de 300 kilowatts et une chaudière de 250 ou 200 kilowatts, à l'investissement, c'est pas le même prix, mais on est à quelques centaines d'euros, peut-être 1 000, 2 000 euros de différence à investissement. Par contre, une pompe à chaleur, on n'est pas sur les mêmes ordres d'horreur d'investissement. Donc là, dans la pompe à chaleur hybride, comme on met une petite pompe à chaleur et une chaudière, bah, une pompe à chaleur qui est 5 fois plus petite, elle coûte pas 5 fois moins cher, mais elle coûte quand même significativement moins cher à investissement, et on rajoute la chaudière. Et c'est comme ça que on garde un investissement plus faible qu'une pompe à chaleur. Après, vous allez me dire: «Très bien, monsieur Gora, mais l'idée, c'est quand même de faire fonctionner le plus possible la pompe à chaleur», et c'est vrai. Et un peu plus tard, j'ai un graphique qui représente la part, en fait, d'utilisation de la pompe à chaleur par rapport à la chaudière dans la PAC hybride. Donc je vous ai fait un petit spoiler, je m'en excuse, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Quand on est sur le bâtiment R+4, on a cette même représentation, hein, que la pompe à chaleur hybride se trouve entre un investissement tout chaudière ou tout pompe à chaleur, collective, mais l'écart se creuse et en fait, on a observé que plus le bâtiment est grand, plus, l'écart se creuse entre la pompe à chaleur hybride et la pompe à chaleur collective. Sur ce slide, j'ai également des investissements. C'est une autre façon de les voir, mais ça dit à peu près la même chose. On retrouve le bâtiment R+2 ici, le bâtiment R+4 ici, avec cette fois-ci une pompe à chaleur hybride qui est à 20 de la puissance et la pompe à chaleur, collective. On a pareil sur les après. Ici, on a un bâtiment R+6, donc je l'avais pas tout à l'heure et on voit effectivement que l'écart se creuse et là on est en investissement. Et en fait, là, on est même quasiment au double d'investissement sur le R+6. Ici, on a un autre histogramme qui représente on a la même abscisse, donc la pompe à chaleur hybride à 20 la pompe à chaleur est à 20 de la puissance et ici la pompe à chaleur collective en R+2, R+4, R+6. Sauf que là, on a rapporté le différentiel de coût au logement. Donc si on prend le R+4, une solution toute électrique coûte à peu près 860 € de plus par logement qu'une solution hybride. On arrive, parce que là on est dans le volet, on va dire, coût, à, la facture. En termes de facture, ici on a un histogramme horizontal où on a la facture d'une pompe à chaleur hybride collective et ici une pompe à chaleur électrique collective. Donc là on est en 100 électrique et là on a une chaudière et une pompe à chaleur. On voit qu'on est à 10 € près, mais bon, on est dans le même ordre de grandeur. Alors là, vous allez me dire: «Pourquoi?» parce qu'en hybride, on a 2 abonnements, on devrait être plus cher. Eh ben non, parce que c'est écrit ici alors, on a évidemment l'abonnement gaz que l'on n'a pas quand on est en 100 électrique. Donc ici, avec ce bâtiment-là, on était en B1, donc on a le 250 € pour l'abonnement et puis à peu près 9 centimes d'euros le kilowattheure. Et par contre, ça, c'est pour les parties communes. On a un abonnement pour les parties communes en électricité, mais on a un abonnement évidemment par logement pour l'éclairage et autres. Et la différence, elle se fait sur les parties communes, parce que quand on regarde sur la partie, la pompe à chaleur électrique collective, bah, elle, la pompe à chaleur est beaucoup plus grande et donc elle, il faut un abonnement à 36 kVA, alors qu'on était à 9. Et donc déjà, rien qu'à l'abonnement, on a presque 300 € de différence à l'abonnement. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une solution hybride, bah, on a moins d'appels de puissance et donc derrière l'abonnement électrique, il est pas pareil. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on gagne son investissement en solution hybride et on est à peu près dans le même ordre de grandeur, pour le côté, facture. Alors, ensuite, comment se positionnent les solutions hybrides dans le DPE, donc dans le diagnostic de performance énergétique? C'est là où j'arrive au graphique que j'avais évoqué tout à l'heure, où je parlais qu'en fonction du DPE, on a le droit ou pas de louer, un appartement, par exemple. Et donc c'est une réglementation qui a été mise en place, qui a évolué et cette réglementation, à partir de 2023, elle a interdit la mise en location des bâtiments de classe G+, donc c'est vraiment les plus grandes passoires énergétiques, on va dire. Au 1er avril 2023, elle a mis en place une obligation d'audit pour la vente des bâtiments, alors bâtiments en monopropriété. Ah, il y a quelqu'un qui a enlevé son micro. Hem,
Donc, pour les bâtiments en monopropriété de classe F et G, obligation d'audit depuis le 1er avril. Ensuite, prochaine échéance, c'est 2025, interdiction de mise en location des bâtiments de classe G et obligation d'audit pour les bâtiments de classe E. 2028, interdiction de location pour la classe F et en 2034 pour la classe E. Et en plus de ça, en 2024, le DPE collectif pour les copropriétés de plus de 200 lots est obligatoire. En 2025, pour les copropriétés de 51 à 200 lots. Et toutes les copropriétés auront l'obligation de faire un DPE collectif en 2026. Alors, on s'est dit, bon, bah, il y a une réglementation qui sort, mais comment se positionnent les différentes solutions dans cette réglementation? Et donc, on a missionné plusieurs bureaux d'études. Alors quand je dis «on», c'est d'autres collègues que j'en ai fait partie, mais avec d'autres collègues de GRDF sur les différentes régions de France, pour simuler plusieurs bâtiments que l'on trouve ici à droite, pour représenter un petit peu le parc de bâtiments de copropriété en France. Donc on a un immeuble de bourg, on a un petit collectif, on a un immeuble HBM, on a une barre d'immeubles, enfin voilà, on en a fait plusieurs et on a essayé de positionner, les solutions qu'il y avait dans ces bâtiments dans le DPE. Alors, on retrouve ici le graphique, on va dire, avec les plages des différentes lettres du DPE. Donc en rouge, on est en G, en orange, on est en F et ainsi de suite. On a ici, encerclé les solutions initiales de ces bâtiments avant rénovation. Donc principalement, c'est des chaudières gaz ou des chaudières au fioul pour la plupart d'entre elles. Et ici, les différentes solutions après travaux sur le bâti. Donc déjà, on a un gain énergétique parce que, diminution des consommations, mais également ensuite changement de système. Donc dans certains cas, a été mis en place des pompes à chaleur, dans certains cas, des solutions hybrides. Des fois, les bâtiments sont passés au réseau de chaleur et des fois, elles sont restées en chaudière condensation, ou des fois avec en plus des ENR comme par exemple du solaire. Et dans, je sais plus, ces 50 cas, je sais plus combien il y en avait, ils sont tous passés donc là, on était sur des cas de passoires thermiques, hein, donc des bâtiments classés FG, sont passés quasiment toutes C et il y a eu quelques points qui sont passés en B. Et donc, si vous voulez, faire une rénovation de bâtiment et atteindre l'étiquette C, voire peut-être B, c'est possible en gaz, bien entendu corrélé à une rénovation du bâti et derrière vous pouvez mettre une chaudière condensation avec une pompe à chaleur absorption ou avec du solaire thermique pour les solutions de gaz et énergie renouvelable ou si vous voulez faire de l'hybride, ce dont je parlais, hein, une chaudière avec une pompe à chaleur ou un CET collectif, un chauffe-eau thermo collectif avec un appoint gaz ou par exemple une chaudière pour faire de l'eau chaude sanitaire et des convecteurs dans les différents appartements, par exemple. Si maintenant on regarde le cas des bâtiments qui n'étaient pas des passoires énergétiques, mais qui étaient classés en C, D ou E, donc qui étaient, représenter les points qui sont ici. Eux, après rénovation du bâti et après changement du système énergétique, arrivaient tous, quelques-uns un petit peu en A, mais la plupart ensuite, arrivaient en DPE en lettre B. Et donc, tous les bâtiments, initiaux étaient ensuite, leur système était soit donc là, on a un mélange de système hybride, chaufferie bois, pompe à chaleur, elles arrivaient ici. On a ici le cas des celles qui passaient uniquement en réseau de chaleur, celles qui passaient en solution hybride et en chaudière et ici en solution gaz plus énergie renouvelable. Donc, il est possible pour un bâtiment là alors je ne sais pas si vous savez, la grande majorité des bâtiments existants en France, des copropriétés, sont classés D, D et E peut-être. Donc ici, ça représentera la majorité des cas. On peut, techniquement c'est faisable, arriver en classe B en faisant des travaux, on va dire classiques sur le bâti et en changeant de système, par exemple. Maintenant, qu'en est-il de l'offre, fabricant? Je vous rassure, j'ai bientôt terminé. Hem L'offre fabricant des solutions hybrides collectives, c'est assez simple. Presque tous les fabricants ont une offre ou sont en train de finaliser une offre où ils mélangent une ou des pompes à chaleur avec une ou des chaudières. Bon pour les citer, hein, ils sont tous là-haut. Hem, Ici par exemple Daikin là, son offre en cours de finalisation, c'est pareil pour Viessmann. Ils ont pas tous les mêmes gammes de puissance, ils ont pas tous les mêmes, façons de dimensionner. Je reviendrai juste après sur le dimensionnement. Mais c'est en train de se développer, ça existe et ça se développe, ça s'améliore et en termes de régulation,
vous voyez, la plupart ont le classique base plus à point. Il y en a qui ont celle en énergie primaire, donc celle qui est optimisée sur le rendement. Ceux qui l'ont pas sont en train de le développer. Il y a la régulation sur le prix des énergies et la dynamique, donc heure pleine, heure creuse, est en train d'être développée. Donc tout ça pour dire que, en 2 ans, c'est impressionnant. Il y en a avant, il y en avait peut-être en base plus à point, mais ils sont tous en train de développer cette solution parce que, bah, c'est aussi et surtout, depuis la sortie du covid et cette augmentation du prix des énergies, qu'il y a une offre et une demande surtout, pardon, qui a été assez forte et donc les fabricants, forcément, ils ont aussi suivi cette demande avec leurs offres. J'arrive sur le dimensionnement. Le dimensionnement, c'est presque le point le plus crucial, sur les solutions hybrides. Déjà, il faut décider de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mettre, séparer les usages? Ou est-ce qu'on veut par exemple que la pompe à chaleur fasse chauffage et ECS? Quelle régulation on souhaite sur le jus de base plus à point, prix des énergies, dynamique, sur le rendement? Heu, Quand on dimensionne sur quelle température de référence? Je vous rassure, ça normalement, c'est le bureau d'études qui fait ce travail et je vous recommande vivement de faire appel à un professionnel, hein, pour dimensionner les pompes à chaleur. Parce que derrière, il y a également la problématique des émetteurs, parce que souvent dans les bâtiments existants, on est sur des radiateurs qui fonctionnaient à un régime de température assez élevé, mais quand on fait un travail sur le bâti de rénovation, Heu, en général, c'est accompagné par une baisse de régime de température dans les radiateurs. Donc ça aussi, ça s'étudie, il faut faire attention. Voilà, je vais pas faire tous ces points-là, mais vigilance sur le dimensionnement. Et j'arrive sur justement, on va dire, l'ordre de grandeur de dimensionnement que j'avais un petit peu spoilé, un petit peu auparavant. Donc ici, on a l'exemple d'une copropriété. Ici, c'est la monotone des besoins, je ne sais pas si ça vous parle? Je vous rassure, hein, je vais la commenter. Donc en abscisse, on a les heures de fonctionnement sur l'année. Et donc typiquement, on voit ici, donc la courbe ici, c'est l'appel de puissance en ordonnée, on a la puissance qui a besoin dans la copropriété. Donc ça veut dire qu'au plus froid de l'hiver, il faut que cette copro ait 475 kilowatts de puissance pour pouvoir chauffer et faire son eau chaude sanitaire. On voit ici à peu près dans les 5000 heures que, on a un petit talon et probablement ça c'est le talon de la consommation ECS parce qu'ici, c'est une saison d'hiver de chauffage, c'est entre 3, 4, 5000 heures. Donc c'est vraiment ce qui fait que, on a de plus en plus de besoin de puissance, plus il fait froid. On a une double ordonnée. Ici justement, c'est, pour donner un petit peu l'ordre de grandeur des températures extérieures. Donc si je prends l'exemple ici de 12, heu quand on a 12 degrés extérieurs, on est à peu près à 4 500, donc ça veut dire qu'il y a, comment dire? C'est un cumulé, donc c'est un peu difficile à expliquer, mais on va dire qu'à 4 500, on est à 105 kilogrammes, donc dans à peu près, comment je vais dire ça? Dans une bonne allez, 80 des cas, on a besoin de 105 kilogrammes ou plus, 90 des cas pour se chauffer. Alors, maintenant, on va rentrer sur le bâtiment. Donc ça, c'est le bâtiment existant. Vous avez fait des travaux de rénovation et donc forcément, le bâtiment était isolé, il y a moins besoin de puissance. Donc voici la nouvelle courbe en bleu de la nouvelle puissance. Alors arbitrairement, on l'a divisé par 2. On s'est dit que pour cet exemple, on va faire 50 d'économie d'énergie. Des fois, c'est que 30, des fois, c'est un peu plus. C'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc là, ça veut dire que dans le nouveau bâtiment, on a besoin que de 200, je sais plus, 240 kilogrammes. Alors si on avait une chaudière existante à la base, la chaudière qui était peut-être dimensionnée à 500 kilogrammes, elle pourra toujours faire du 200 kilogrammes. Une des forces des chaudières, c'est qu'elles peuvent descendre à peu près à 10-20 de leur puissance. Une chaudière, ça module très bien. Donc, des fois, parce que je sais pas, la chaudière a été changée et les travaux sur le bâtiment ont été faits 5 ans après, on a un bâtiment qui a été rénové, mais avec une chaudière qui est relativement récente. Et ben, dans ce cas-là, la chaudière, elle peut encore très bien assurer les besoins, il n'y a pas forcément besoin de changer la chaudière. Mais admettons que maintenant, on choisit on a une chaudière, on va la garder, mais qu'on choisit d'hybrider, donc on ajoute une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, sa fourchette de puissance, on va essayer de la dimensionner à peu près ici. Donc c'est symbolisé par cette à peu près, on a pris une fourchette, hein, cette zone un petit peu grisée et on s'est dit: «On va prendre une pompe à chaleur qu'on va dimensionner que à peu près 10-15, allez 20 maximum de la puissance nécessaire
du bâtiment existant. Donc vous allez me dire, mais c'est pas beaucoup, 15%. Oui, c'est peu, mais à 15% de la puissance, c'est symbolisé par la zone un petit peu verte, elle couvre déjà à peu près 80% des besoins du bâtiment initial, donc non rénové. Donc indirectement, ça veut dire que 40% des consommations du bâtiment ont été décarbonées. Donc c'est déjà beaucoup. Et une pompe à chaleur qui fait, bon, on est à peu près dans les 70 kilowatts, c'est beaucoup moins cher qu'une pompe à chaleur que si vous avez pris à 400 et quelques kilowatts. Et surtout, quand on est dimensionné comme ça, et ensuite vous faites les travaux pour rénover le bâti, et ben, la petite pompe à chaleur qui faisait que 10-15% de la puissance, d'un coup, elle se retrouve à peu près 40% à peu près de la puissance du bâtiment rénové. Et là, cette puissance-là, elle couvre 75% des besoins. Donc, l'idée quand vous avez un bâtiment existant et vous savez que vous devrez faire des travaux de rénovation, sauf que les travaux, ça peut s'échelonner sur plusieurs années, vous pouvez déjà mettre une petite pompe à chaleur sachant pertinemment qu'une fois le bâtiment rénové, bah, elle couvrait une petite partie des besoins, 40, mais après elle couvrira les 3/4 des besoins du bâtiment. En conclusion, pourquoi aller vers des solutions hybrides? Normalement, j'espère que ce que j'ai dit est à peu près clair et que vous avez tout compris. Déjà d'un point de vue efficacité énergétique, alors je parle aussi un petit peu dans le neuf, mais aujourd'hui on parle plutôt de la copropriété. Bah, déjà, la pompe à chaleur hybride permet d'atteindre les classes A ou B du DPE, donc c'est quand même, parmi les meilleures classes du DPE. Ça permet de faire de l'effacement électrique, mais dit indirectement, on peut optimiser sa facture avec une pompe à chaleur électrique et si on a une petite pompe à chaleur de 15 à 20 pardon, je me suis embrouillé. Hem, Si on a une pompe à chaleur hybride, on peut déjà facilement faire 15 à 20 d'efficacité énergétique et elle couvre à cette puissance-là 40 des besoins, donc indirectement diminuer de 40 la consommation de gaz. En termes de carbone, bah, forcément, on est sur une source électrique et en France, on a une électricité décarbonée, donc on peut décarboner et en plus, demain, comme on garde la chaudière, le gaz qui devient de plus en plus vert et ben, on pourra aussi de facto, comme la chaudière sera déjà là, décarboner en ayant du gaz vert dans la copropriété et après, j'en ai un petit peu parlé, hein, il y a tout le côté flexibilité, optimisation du prix de l'énergie. On peut contribuer, on va dire, à la pointe électrique française et donc tout ça, c'est plutôt vertueux et c'est en fait, c'est pour ça aussi que depuis 1 an ou 2, depuis qu'on a un petit peu cette crise énergétique, qu'on en parle beaucoup parce que ce produit a quand même du sens, dans tout ce contexte-là. J'étais un petit peu rapide, il reste 10 minutes, j'espère que ce sera suffisant pour les questions. C'est parfait, merci à toi. Alors, je vais reprendre un peu les questions dans l'ordre où elles ont été Mmh. posées. Du coup, voilà, il y a Kader qui a posé une question avec: «Est-ce qu'un récupérateur de chaleur ne boosterait pas ce combo?» J'avais demandé des précisions sur quel combo exactement il parlait, parce qu'on avait parlé de plusieurs associations. Mmh. Du coup, si Kader, tu peux remettre ton micro et avoir des précisions sur cette question? Après, je sais pas si j'ai pas la liste des participants. Est-ce qu'il est toujours là? Où est-ce qu'il a dû partir? Mmh, mmh, mmh. Hop, hop, hop. Il a Mmh. écrit: «J'arrive». Ah d'accord. Il me semble, comme j'ai lancé l'enregistrement, quand quelqu'un veut parler et enlève son micro, il doit accepter des conditions, Oui. donc peut-être que ça peut aussi, en je pense pas que ça va bloquer, mais il y a 2-3 petits clics à faire, je crois. Bah, en attendant qu'il arrive, du coup, on va passer, à la question suivante. Comme ça, on va avancer un petit peu et puis on pourra Ouais. hem, Christophe qui demande: «Comment considères-tu les pompes à chaleur à absorption, hybrides ou non?» Est-ce que question Comment je les considère dans voilà. dans, mmh Est-ce qu'il y a oui, le Christophe, c'est pareil, si, s'il peut n'hésitez pas à préciser, compléter oui. à préciser vos questions, avec, en allumant votre micro. Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Je parlais des packs à absorption gaz. C'est une technologie qui est considérée comme un système hybride ou pas? Alors, oui et non, en fait, ça dépend de aujourd'hui, principalement, la définition d'hybride, c'est qu'on utilise plutôt 2 énergies. Donc là, on est sur une pompe à chaleur gaz, donc elle consomme du gaz et couplée à une chaudière. Donc d'une certaine façon, c'est pas de l'hybride, mais on a aussi 2 systèmes et on a également plusieurs désavantages que j'ai évoqués qui s'appliquent ici, parce qu'on a un système qui fonctionne, alors que l'autre, par exemple, ne fonctionne pas ou les 2 fonctionnent en même temps et donc c'est une sorte d'hybride. Mais pas forcément dans le sens où j'évoquais ici, où on peut faire de l'effacement de points Telec, parce que de facto, sur un site comme ça, on n'utilisait pas forcément de l'électricité pour du chauffage ou de l'ECS. Kader, du coup, si tu veux reprendre la main pour préciser ta question, si Christophe, ça te va, cette réponse? Oui, il faut pas hésiter si la réponse convient pas, parce que j'ai peut-être mal compris, hein. N'oubliez pas de rallumer vos micros. Non, pour moi, c'est bon, merci. D'accord. Du coup, Kader, est-ce que tu as pu voir avec ton micro ou est-ce que je lance une autre question en attendant? Bah, on va continuer sur Christophe. Il avait une deuxième question sur comment sont dimensionnés les radiateurs avec le système de pack hybride. Vaste question. Mhm. Alors, souvent, j'ai un tout petit peu évoqué, le régime de température des radiateurs était sur une température plutôt élevée. On avait du 60-80 ou en tout cas, on était sur une production d'eau pour le chauffage qui était assez élevée. Or, les pompes à chaleur, la majorité, on va dire, sont sur un régime de production plutôt à 45-55. Donc, elles peuvent pas produire de l'eau aussi chaude. Donc là, on a 2 possibilités. Quand on installe une chaudière enfin une pompe à chaleur après une chaudière, soit effectivement, mais ça c'est très lourd et donc c'est très rarement fait, on change toute la distribution et les émetteurs, donc on change les radiateurs, c'est très peu fait. Soit en fait, on le fait pas, on peut quand même descendre un petit peu en régime. Alors certes, les radiateurs seront un petit peu moins efficaces, mais on peut le compenser après par, on va dire une durée de fonctionnement peut-être un peu plus longue. Peut-être que les radiateurs, je caricature, ils vont atteindre la consigne un peu plus doucement, mais en tout cas, ils arriveront quand même. Mais comme on aura aussi, en tout cas, je l'espère, travaillé le bâti, isolé le bâti, on aura aussi moins de besoins. Donc, de facto, ça va s'équilibrer. Donc, les radiateurs, ils n'auront plus besoin de fonctionner en haute température parce qu'on aura isolé. Et donc, du coup, la température de la pompe à chaleur sera suffisante. Mais et d'ailleurs, la pompe à chaleur, il y aura la chaudière après derrière, donc si jamais il faut produire un petit peu plus que la limite que la pompe à chaleur, et bah, la chaudière sera là en complément. C'est clair. Très Top. bien, parfait. Alors, une question de Gabriel qui nous parle de l'expression éviter les courts cycles que tu aurais utilisé, donc la side, résumé des atouts. Mmh. Et est-ce que tu aurais un peu plus de précision sur cette expression apparemment qui n'a pas été très bien comprise ou Ah oui, expliquée? bien sûr. Alors, hem, quand on parle de caustique pour un système, peu importe lequel, c'est le fait qu'il s'allume, il s'arrête, il s'allume, il s'arrête, il s'allume, il s'arrête. Et un produit, peu importe lequel, quand il a trop souvent ces phases de démarrage, d'arrêt, c'est comme la voiture, hein, si on fait trop souvent, au bout d'un moment, ça s'use et ils aiment pas. Et les pompes à chaleur, particulièrement les pompes à chaleur, elles sont assez sensibles, à justement à cette suite de démarrage et d'arrêt et donc une pompe à chaleur, alors ça dépend des marques, ça dépend des fabricants, mais en général, on préfère qu'elle fonctionne 6, 7, voire 10 minutes minimum avant de l'arrêter et donc il y a une optimisation dans le dimensionnement à faire. Vaut mieux la faire fonctionner 10, 15, 20 minutes avant de l'arrêter peut la faire fonctionner 2 minutes. Mais derrière, si elle produit et on n'a pas besoin de cette chaleur, c'est bête. Donc on fait quoi? On la stocke dans un ballon. Mais il faut pas non plus des ballons trop gros parce qu'on a peut-être pas la place en chaufferie, parce que derrière, dans le schéma hydraulique, ça implique certaines contraintes et donc il y a un équilibre à trouver dans justement le dimensionnement. Et si on est sur une solution 100 pompe à chaleur électrique, les pompes à chaleur, elles peuvent fonctionner à charge partielle, mais elles descendent en moyenne jusqu'à 50 de la puissance, pas autant qu'une chaudière qui descend à 20-10. Donc ça veut dire qu'une pompe à chaleur, bah, si elle doit démarrer, elle démarrera à 50 de sa puissance.
mais si elle avait besoin que de fournir un petit peu, elle va démarrer et s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Là où la chaudière le fera pas. La chaudière, elle commencera à 10-15% de sa puissance. Donc si on a un système hybride, bah, et on a besoin que d'un tout petit peu d'appel de puissance, bah, la chaudière pourra le faire sans, on va dire, user, ça se dit pas trop, endommager peut-être, le compresseur de la pompe à chaleur. Mais pareil, tout ça, il y a un dimensionnement à faire et une optimisation, et les bureaux d'études savent très bien le faire. Alors, autre question de Gabriel sur la facture. Si une copro n'a pas de chauffage sur les parties communes, à contrario, il semble qu'on soit plus tourné vers la PAC seule. Oui ou non? S'il n'y a pas de Alors, est-ce qu'elle a aussi du chauffage dans j'imagine, les parties privatives? En individuel ou en collectif? Je me permets de rallumer le micro, du coup. Oui. Effectivement, dans les parties privatives, oui, le chauffage est commun aux privatifs, mais par contre, il n'y a pas de chauffage dans les parties communes. Et j'ai vu quand vous compariez les factures, là, que c'était plus intéressant du fait du chauffage des parties communes. Donc, du coup, l'argument est-ce qu'il peut tenir sur ce non-chauffage? Et le chauffage, il est commun aussi pour les parties privatives, on est sur du collectif? Oui. Oui, d'accord. Oui, en fait, il se tiendra aussi. Là, dans l'exemple, on faisait le distinguo parce que, en général, c'est pas le même contrat de fourniture, mais comme on aura de toute façon une pompe à chaleur plus petite en hybride que quand on était en 100 pompe à chaleur, de facto, l'appel de puissance, il sera plus faible, même si on prend pas en compte les communs. Bien. Gabriel, il me semble que vous aviez une dernière question avec s'il y avait des exemples de prix, installation, contraintes pour hybrider une chaudière en ajoutant une pompe à chaleur. Et par exemple, avec le changement de radiateur qui potentiellement doivent être changés. Une installation Est-ce qu'il y a des exemples de prix en fait du coût de l'installation et de les contraintes quand on veut hybrider une chaudière existante? Et là, c'était vraiment en réponse au fait que vous disiez, il y avait une chaudière là qui a été changée il y a par exemple 4 ou 5 ans. Elle est au gaz, elle est fonctionnelle et tout ça. Bon, on va quand même essayer de décarboner, on va quand même essayer d'optimiser ça. On rajoute la PAC dessus pour hybrider. Voilà, on la laisse en place, on rajoute. Quels sont les ordres d'idées à prendre en compte là-dessus? Les points de Là, vigilance. oui, le point de vigilance, c'est déjà, est-ce que je peux mettre une pompe à chaleur? Donc, est-ce que j'ai la place pour l'installer en toiture, en terrasse ou sur un bout de jardin? Parce que comme généralement l'aérothermique, il faut qu'elle ait accès dehors. Il y a certaines pompes à chaleur, sur certaines conditions, qui peuvent se mettre en sous-sol, et après elles sont gainées, mais c'est assez particulier, il faut la place en chaufferie. Donc il y a ça à prendre en compte. Il faut prendre en compte, en général, justement en hybride, c'est un peu moins une contrainte, l'aspect acoustique des pompes à chaleur. Mais comme on est sur une petite PAC, c'est peu problématique, mais ça peut arriver. Il y a, ensuite, j'allais dire, d'un point de vue, on va dire, là, ça dépendra vraiment des installations, donc je ne sais pas comment le dire, mais il faudra prendre en compte un jeu de vannes, un petit jeu, on va dire, de canalisation qu'il faudra prendre en compte et rajouter. Et ça, l'ordre de grandeur de prix, il est difficile à dire. Il y a le prix de la petite pompe à chaleur, mais après, le jeu de vannes matériel, ça dépendra du bâtiment, de où est positionnée la pompe à chaleur, par rapport à la chaufferie où il y aura la chaudière. Sauf, ça peut arriver, ça c'est pas forcément le plus logique, que, le local chaudière, enfin chaufferie, il soit utilisé pour autre chose et la nouvelle installation, si jamais on décide de changer la chaudière, ce qui était pas dans votre question, mais on crée une chaufferie à l'extérieur ou en toiture et là, on met et la nouvelle chaudière et la nouvelle pompe à chaleur, quoi. D'accord, là l'idée c'était vraiment de garder le local existant, Ouais, de ouais. rajouter la partie PAC. Et voilà, alors les vannes, c'est un super point. Est-ce qu'on peut avoir des contraintes au niveau des radiateurs? C'est ma dernière question, en promis. Au niveau des radiateurs dans les parties privatives, du coup, et sur quelque chose qui marchait très bien au gaz, des radiateurs soit en acier, soit en fonte, voilà, qui qui seront plus performants avec une PAC. J'entends bien, hein, c'est pas pour faire l'eau chaude, enfin, Oui, c'est oui, pour pour faire le chauffage. vraiment pour la Alors, partie chauffe. et on est dans le cas où le bâtiment n'est pas rénové? Oui, il devrait l'être. Ou Ah oui, enfin il là, devrait c'est être, oui. vraiment, je me prends pas sur un bâti existant, je me dis: «Tiens, voilà, il y a ce cas et il faut pouvoir Mmh. l'adapter à l'un ou Il l'autre». y a,
Dans ce cas-là, la contrainte, effectivement, c'est que les radiateurs, qui étaient prévus pour des plus hautes températures que ce que peut faire la pompe à chaleur, si la pompe à chaleur fonctionne toute seule, elle aura, un peu plus de mal, enfin, elle va envoyer de l'eau chaude pour le chauffage, qui sera moins chaude, et donc les radiateurs, ils vont quand même rayonner, ils vont faire du chaud, mais un petit peu moins. Donc indirectement, alors soit ils n'arriveront pas à chauffer le bâtiment, mais ce qui est peu probable, ils arriveront à le chauffer, mais ils mettront plus de temps à monter en température le bâtiment. Comme on vient hybrider, il y aura toujours la chaudière. Donc là, il faudra faire attention à comment sera, on va dire, implantée la pompe à chaleur et comment sera raccordée au réseau hydraulique existant. Et là, dans ce cas-là, il faudra plutôt opter pour un montage où la pompe à chaleur, vous la mettez en base, vous la faites la fonctionner en permanence et après la chaudière fera le complément de température pour qu'il y ait suffisamment de température qui soit d'eau, enfin, à température suffisante, dans les radiateurs. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à la question? En vrai, ça, je l'avais en tête, hein, que c'était du coup D'accord. le gaz qui était en complément. Oui, oui, bon, bah, d'accord, OK, donc il peut y avoir cette contrainte que les radiateurs ne chauffent pas suffisamment et que du coup, il y a une enfin, C'est un ajout à prévoir, ouais. OK, Ouais, c'est difficile à dire, ça dépendra vraiment de chaque copropriété, ça. d'accord. Effectivement, bah, c'est peut-être ce retour d'expérience qu'on n'a pas encore Mmh. forcément, OK. Merci. De rien. J'ai Alix également qui dit qu'on a beaucoup parlé des avantages des packs hybrides, mais est-ce qu'il y avait également quelques inconvénients qui existaient à cette mise en place des Oui, packs oui, hybrides? oui, effectivement, je n'ai pas pensé en parler. Hem, alors l'inconvénient, si je compare à une chaudière, c'est à l'installation. Comme c'est une pompe à chaleur a des fluides frigorigènes et donc il faut que ce soit un installateur qui ait la certification de frigoriste pour pouvoir l'installer, tout comme un installateur de pompe à chaleur. Donc, hem, la plupart des installateurs, je dirais pas tous, mais une grande majorité ont les certifications pour installer les chaudières, mais ils ont pas tous celles pour installer des pompes à chaleur. Donc soit il faut en trouver un qui a la double certification, donc ils existent, hein, il y en a, soit il faut en faire venir 2. Donc ça peut être une contrainte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Peut-être la maintenance, c'est vrai que j'ai pas parlé de la maintenance. Alors ça dépendra des cas aussi et de comment a été, quel est le contrat de maintenance existant et ou comment a été prévu le contrat de maintenance pour l'installation de hybride. Parce que pareil, le mainteneur, il y en a qui savent très bien faire la maintenance des chaudières et des pompes à chaleur. Donc bah, s'il sait tout faire, il facturera qu'un déplacement, on va dire. Alors que s'il a pas cette double compétence, bah, peut-être qu'il fera faire venir quelqu'un une deuxième fois, par exemple. Ensuite Je vais avoir une autre question parce qu'il va oui, falloir pardon. qu'on rende Ouais. l'antenne quand même. Juste, il y a Kader qui pose la question, est-ce que la RE 2025 va être imposée au niveau des petites copropriétés? Alors, Pas à ma connaissance, pour moi, pour c'est moi, uniquement dans c'est le neuf. dans le neuf, donc Ouais, voilà, ouais. on est d'accord dessus. Après, Et il est-ce est qu'il y a pas des contraintes, impossible. par contre, Attends, des contraintes nuisances sonores? Voilà, ouais, ça qu'on juste pour la première question, il est pas impossible parce que c'est je pense la volonté des pouvoirs publics, mais ça je ne pourrais pas dire si c'est en 2035, en 2040. Mmh. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, les exigences du neuf, soient les mêmes pour l'existant, mais peut-être ça viendra un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui en tout cas. Mmh. Et les contraintes acoustiques, ce sont celles des pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, à un moment, il y a un énorme ventilateur et ça fait du bruit, mais l'avantage de l'hybride, c'est que, la pompe à chaleur est 3, 4, 5 fois plus petite que si on était en 100 pompe à chaleur. Donc il y a beaucoup moins de contraintes acoustiques sur une hybride que sur du 100 pompe à chaleur. D'accord. La durée de vie d'une pompe à chaleur hybride, est-ce qu'il faut un remplacement total du matériel, une fois qu'elle est Alors, comme tout système, oui, il faudra un moment, mais aujourd'hui, par exemple, les chaudières, on parle de 15, 20 ans en durée de vie pour les chaudières, alors que les pompes à chaleur, on parle plutôt de 12 à 15 ans. Donc, comme là, sur une pompe à chaleur hybride, on va dire, on soulage un peu la pompe à chaleur, elle fonctionne pas autant que s'il y avait qu'une seule pompe à chaleur. On peut supposer que ce sera beaucoup plus, elle fera pas peut-être 12-15, elle fera peut-être 15-17, je sais pas. Mais là, pareil, on en reparlera dans 20 ans parce qu'on n'a pas assez de retours encore aujourd'hui, quoi. d'accord. Et donc j'ai une dernière question de Pascal qui demande, est-ce qu'on fait bien de se diriger vers des pompes à chaleur hybrides, alors que, on voit bien que on va vers une électrification de la France.
Est-ce que c'est pas du coup payé pour avoir à rechanger dans quelques années complètement tout le système? Alors, c'est un peu paradoxal effectivement, parce qu'aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics, c'est d'électrifier massivement, sauf qu'eux, on va dire, réfléchissent à une échelle macro, sauf que localement, il n'est pas toujours possible d'électrifier un bâtiment. Dans le sens où vous avez une copropriété existante, vous pouvez pas parfois mettre une pompe à chaleur directement à 100% sur le bâtiment. Et donc l'idée de l'hybride aussi, c'est quand vous pouvez peut-être pas mettre une pompe à chaleur, peut-être en mettre une petite et donc avoir une hybride. Et du coup, on a en partie électrifié le bâtiment. Donc ça répond à une des sollicitations. Et l'autre point, je l'ai évoqué, et l'ADEME et RTE l'ont évoqué, c'est que si on électrifie tout, on aura des problèmes de réseau et on aura des problèmes de pointe. Et dit autrement, on va vers le blackout. Donc on ne peut pas non plus tout électrifier et il faudra d'autres systèmes. Et la PAC hybride répond à ce besoin-là. Alors pour les questions, sur les packs, on en a fini. Je te propose juste de répondre peut-être à celle de Kader qui était la première posée. Moi, Essayer de voir j'ai avec lui encore j'ai du temps, pas de souci. voilà, voir avec lui sur le forum peut-être s'il y a moyen de lui répondre. Pour la présentation, oui, en effet, elle sera mise à disposition comme celle du premier webinaire. Via déjà le mail que je vous enverrai la semaine prochaine pour vous le lien vers normalement c'est l'enregistrement et aussi le support de présentation et comme pour tous les webinaires. Donc je vous rappelle la semaine prochaine un webinaire sur les réseaux de chaleur urbains avec Olivier Ferry de l'ASDER. Et dans 2 semaines, ce sera un webinaire qui concernera les dispositifs financiers avec les 2 banques qui font les prêts collectifs. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà. Et merci beaucoup Pierre-Mel pour cette intervention. Bah, de rien, merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.